Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Je suis le directeur général adjoint de l'Agence française de développement et c'est en cette qualité d'hôte de ce forum des innovations financières pour le développement que je vous souhaite la bienvenue à Paris et au forum. Bien entendu, comme vous le savez, j'ai l'honneur de vous accueillir au nom des 3 institutions qui ont organisé cette manifestation, la Banque mondiale, la Bill & Melinda Gates Foundation et l'Agence française de développement, dont les responsables vous rappelleront dans quelques instants les raisons pour lesquelles ils ont souhaité organiser cette rencontre. Je me bornerai dans un premier temps simplement à dire que cette initiative accueille donc l'ensemble de ceux qui sont passionnés par ce sujet. Vous êtes très nombreux, vous êtes 1500. En France, on dit qu'on joue à guichet fermé, c'est-à-dire que nous avons dû à un moment donné arrêter les inscriptions, ce qui évidemment est un excellent signe et le signe que ce sujet est vraiment d'une importance partagée par tous. Et les 3 organisateurs eux-mêmes, l'AFD, qui est un bailleur bilatéral, la Banque mondiale, le bailleur multilatéral par excellence, et la Bill & Melinda Gates Foundation, que nous faisons rentrer dans la catégorie des nouveaux acteurs financiers, eh bien, ces 3 organisateurs symbolisent à eux-mêmes ce qui est en train de se dessiner sous nos yeux, c'est-à-dire la diversification de l'architecture du financement du développement. Et puis l'autre symbole, c'est vous. Vous, parce que vous êtes 1500, parce que nous pensons que l'innovation vient du terrain, parce que l'innovation, eh bien, ce sera peut-être vous dans cette salle. Je ne souhaite pas, évidemment, en dire plus, parce que le moment est venu pour moi d'accueillir M. le ministre des Affaires étrangères européennes, M. Bernard Kouchner, que je remercie au passage d'avoir bien voulu bousculer un peu son emploi du temps pour être des nôtres ce matin. En effet, j'ai l'honneur, le privilège, mais c'est un grand danger, de tenter de remplacer Christine Lagarde. Comprenez que je n'ai pas tous les atouts. Mais je le fais avec bonheur. Merci. Merci, monsieur le directeur général, vice-directeur général, mais nous attendons Jean-Michel Severino. Votre Altesse, merci. Messieurs, chers amis, enfin pour moi, les financements innovants dont vous allez parler, sur lesquels vous allez travailler, ont une vertu qui n'est pas la moindre, c'est de nous rappeler cette maxime: obstinez-vous, 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 il en reste toujours quelque chose. Moi, ça fait 25 ans, disons 35 ans, que je parle des financements innovants, et vous êtes là maintenant, et ça va devenir une réalité. Bravo, bravo pour cette obstination. L'idée est simple, elle était tellement simple que personne ne voulait y croire. 25 ans donc de course d'obstacles contre le confort, contre le conformisme et contre les spécialistes et les experts financiers. Et n'oubliez pas que cette bataille n'est pas encore gagnée. Loin de là. Juste quelques petites anecdotes, mais je pourrais vous en raconter pendant des heures. Dans des gouvernements divers auxquels j'ai appartenu, divers par la pensée, divers par l'action, quelque chose les a unis toujours à propos des financements innovants. Et en particulier, on ne doit pas dire taxe, mais on doit dire contribution sur les mouvements mobiliers. Tous les ministres d'évidence que j'ai fréquentés ont toujours répondu « c'est pas possible ». Pas possible, c'est tout. C'est pas possible, c'est techniquement pas possible, c'est économiquement impossible et politiquement insupportable. Voilà. Et bien maintenant, grâce à vous, ça change. Peut-être la crise économique et financière que nous avons traversée marque-t-elle une vraie rupture dans la pensée, au-delà de son impact économique et financier. Elle doit être, elle est probablement à l'origine de la remise en cause de nos schémas, de nos certitudes, de nos théories, de notre façon d'appréhender la mondialisation et les valeurs sur lesquelles reposait cette mondialisation. Elle nous oblige, et elle nous a obligés, mais peut-être moins fortement encore que maintenant, à penser autrement. Elle nous rappelle que l'on ne peut pas indéfiniment laisser croître les déséquilibres et les inégalités sans créer des tensions sociales, des tensions politiques majeures,
qui nourriront peut-être les conflits de demain. Et elle nous appelle à réfléchir collectivement, à proposer de nouveaux mécanismes de solidarité et à développer de nouveaux partenariats à l'échelle mondiale. Il est donc grand temps de remettre, si je peux me permettre cette phrase un peu ambitieuse, de remettre l'économie au service de l'homme et les techniques financières au service, en particulier, pas seulement, mais en particulier, du développement. Aujourd'hui, les financements innovants et plus généralement l'innovation financière ne sont donc plus une simple hypothèse, mais une évidence, pour 4 raisons. D'abord parce qu'ils répondent à une urgence. La formidable croissance des pays émergents ou de certains pays en développement, certains, pas très nombreux hélas, ne doit pas occulter pour nous l'ampleur des fractures et des défis globaux auxquels le monde doit collectivement faire face. Je dirais même que ces défis sont plus importants qu'hier d'avoir été découverts et tenter de les combattre. À 5 ans de l'échéance de 2015, sur les objectifs du millénaire pour le développement, et à quelques mois de la revue d'étape qui aura lieu à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre prochain, 4 domaines en particulier accusent un retard insupportable. D'abord, la santé maternelle. 500 000 femmes meurent chaque année à la suite de leurs accouchements. La mortalité infantile, 27 pays n'ont connu aucun progrès. L'éducation primaire, 75 millions d'enfants demeurent non scolarisés, dont 55% de filles. Et enfin, l'accès à l'eau potable. 1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 2,5 milliards à des services d'assainissement de base, élémentaires. Et puis, je vous le rappelle, malgré les efforts et malgré les succès, les 3 grandes pandémies, c'est-à-dire le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, contribuent et continuent à tuer 5 millions de personnes par an. Je vous rappelle également, pardon, vous connaissez tout cela, mais si je ne le fais pas, je crois que ça ne pourrait pas être supporté, le nombre de personnes souffrant de la faim est passé de 850 millions en 2007 à 1 milliard, sinon plus en 2009, alors qu'il faudra nourrir 9 milliards d'habitants de cette planète d'ici la fin du siècle. Et depuis 2000, l'an 2000, donc depuis les objectifs du millénaire, 400 millions de personnes supplémentaires sont devenues pauvres, 1,4 milliard vivent avec moins d'1,25 $ par jour. Et entre 1990 et 2005, 92 millions d'Africains ont basculé dans l'extrême pauvreté. Rendons-nous à l'évidence, le défi à relever est immense si nous voulons répondre aux engagements que nous avons solennellement pris il y a 10 ans. Je n'entamerai pas la discussion. Est-ce qu'il faut promettre tant de choses pour ne pas les tenir? Je crois que c'est bien de s'engager. C'est encore mieux de tenir ses engagements, bien entendu. Et parallèlement, nous avons des besoins considérables de financement, en particulier dans le domaine de l'adaptation climatique. Un tout petit mot sur Copenhague quand même. Les engagements souscrits à Copenhague impliqueront de mobiliser d'ici 2020 100 milliards de dollars de fonds publics et privés. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Copenhague? Certains, militants valeureux, engagés dans la bataille pour l'environnement, ont découvert qu'il y avait des pays pauvres et des pays riches, puis il y avait des pays émergents. Certains d'entre vous le savaient depuis un nombre d'années considérable. Et nous n'avons pas su parler, et nous n'avons pas su offrir, et nous n'avons pas su réussir les développements nécessaires auprès, ou les aider, ou les accompagner, ces développements nécessaires auprès des pays pauvres. Alors nous nous sommes trouvés dans l'impasse à Copenhague parce que les pays pauvres, à qui l'on demandait de ne pas polluer trop, ou de